you and Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Une vie idéale. J'espère que tu vas bien, moi ça va, je pète la forme et je voulais te parler donc dans la série Je kiffe d'Anthony Robbins. Alors peut-être que tu le connais, peut-être que tu ne le connais pas, et puis si tu le connais, ça te donnera l'occasion de l'écouter. Donc en fait c'est un des maîtres de notre époque en développement personnel, et donc on va parler de croire en soi, parce que croire en soi, c'est vraiment très très important. Si on commence pas à croire en soi, on peut pas atteindre ses objectifs. Donc si on veut atteindre ses objectifs, il faut croire en soi, et il faut que cela devienne une certitude. Et c'est ça que je vous parlais dans une de mes vidéos, le feu sacré. Et dans toutes les vidéos, pourquoi est-ce que j'atteins les objectifs que je me fixe, et je sais que je vais atteindre les objectifs que je me suis fixés encore, c'est parce que j'ai la certitude, je crois en moi. Si toi tu ne crois pas en toi, qui peut croire en toi? Donc il faut absolument que tu aies cette confiance en toi, que tu crois en toi, et que tu puisses vraiment ressentir et vraiment croire que tout est possible. Tout est possible. On peut pas être sûr que ce soit impossible, parce que on n'a pas cette certitude. Donc ça veut dire que c'est possible. Alors je te laisse avec Anthony Robbins, un des rois du développement personnel, et j'espère que ça t'aidera comme ça m'a aidé et comme ça a changé ma vie. À bientôt. Mesdames et messieurs, Monsieur Anthony Robbins. Pour commencer, merci d'accepter de venir chauffer la salle. Je suis venu pour ça. C'est toujours pareil, non? Les gens croient que vous allez leur dire qu'il suffit d'y croire pour y arriver. Mais vous leur dites que non. C'est vrai, je ne crois pas en la pensée positive. Je suis pas là pour faire de la gonflette. Je suis là pour vous aider à changer des schémas. C'est comme Chuck Liddell, l'Ultimate Fighter, qui était au sommet et qui est dans une passe difficile. Vous avez coaché les Los Angeles Kings dans leur course vers le sommet. Vous n'étiez pas sur la patinoire, vous étiez sur le banc, mais vous les avez coachés, et puis vous avez coaché des grandes personnalités. Vous pouvez avoir la même approche avec tout le monde, où chacun a des schémas différents et vous devez vous adapter. Tout le monde a une personnalité différente, des croyances, des valeurs, une culture différente, mais nous avons tous les mêmes besoins fondamentaux et nos systèmes nerveux fonctionnent tous pareil. Vous prenez un sportif, vous le regardez arriver et vous savez déjà qu'il va rater son coup. On le voit, rien qu'à son attitude, il est dans un certain état, il n'a pas en lui cette certitude qu'il va marquer. Ça vous arrive peut-être aussi parfois de vous dire après une émission, mais enfin pourquoi je dis ça, c'est pas croyable, quel con, ça m'arrive tout le temps. C'est l'histoire de ma vie. Mais il y a aussi d'autres moments, je vous ai vu, où vous êtes dans le coup, et vous le savez, un truc vous passe par la tête, et vous le dites, et puis vous faites, hey, pas mal, t'as entendu ça, donne-moi. Cet état d'esprit-là peut être créé. Exemple, je me suis occupé d'André Agassi il y a quelques années. En 91-92, il avait été numéro 1 mondial, puis il était redescendu à la 32e place, on me l'envoie, il va pas bien, il s'acharne sur son coup droit. Je lui dis, André, le problème, c'est pas ton tennis, c'est l'état dans lequel tu es. Donc, je lui ai repassé des vidéos de Wimbledon quand il gagnait et qu'il avait encore des cheveux. On le voit arriver en marchant d'une certaine manière, et regarde de l'autre côté, il a cette expression dans les yeux. J'observe son attitude et son focus, et je fais la comparaison avec Roland Garros quand il a perdu. Il a l'air détruit à Paris, son corps n'est plus le même, et puis j'ai recherché chez lui les déclencheurs qui lui permettraient de changer d'état. Par exemple, une personne qui déprime, comment elle se tient? Ses épaules, sa tête, baissée, elle parle fort ou bas? Vite ou lentement? Ces facteurs influencent votre biochimie, mais la plupart des gens prennent des médicaments pour modifier leur biochimie. On peut dire que nous sommes apparemment la génération médoc. Apparemment. Oui, tous les gens que je connais ont leur médoc préféré. Vous allez à une fête, quelqu'un vous dit j'ai mal à la tête, et vous lui donnez un Xanax, même si ça n'a rien à voir. Ça peut pas faire de mal, les gens exagèrent. Quoique, j'imagine, pas tout le temps, mais qu'il y a de bons médicaments. Je sais pas, je suis pas médecin. Mais comment vous voyez ça, vous? Un médicament est parfois nécessaire, bien sûr, mais c'est clair que notre société est surmédicalisée quand on voit les statistiques et ce qu'on impose à nos enfants depuis 10 ans, quel que soit le médicament, c'est l'explosion grâce au marketing. Puis, on ne prend pas nos responsabilités, on est tous tellement occupés, on reçoit tellement de courriels, de textos, on n'a même plus le temps de se parler, on passe notre temps à se laisser des messages, et on se retrouve sur Facebook. Mais moi, je fais ça tout le temps. Je dis pas que c'est mal, mais certaines relations ont besoin de profondeur. Beaucoup trop de relations restent superficielles alors qu'elles devraient être plus profondes.
Sinon, c'est pas une vie. Sinon, ce manque de profondeur va vous obliger à vous diriger vers autre chose parce que votre vie manque de sens, vers la mauvaise bouffe ou des médicaments. Combien de gens connaissez-vous qui sont sous antidépresseurs et qui sont toujours en dépression? Un jour, à votre destinée, un homme s'est levé. Il prenait du Maxitone sous toutes ses formes. Prozac, Zoloft, etc. Il était quand même toujours complètement déprimé. J'ai appris qu'il était psychiatre et qu'il travaillait avec un groupe de psychiatres sur le sujet de la dépression. Ils s'échangeaient des prescriptions entre eux. Et on est remonté jusqu'à la cause. La cause, c'est que quand on ne vit pas ce que l'on veut vivre, on est mal. On est peut-être bien dans certains domaines. Par exemple, vous êtes heureux dans quel domaine? Professionnel. Évidemment. Et pourquoi? Parce que j'ai pas l'impression de travailler. Ça veut dire qu'aujourd'hui, ce que vous vivez professionnellement correspond à ce que vous voulez. Vous ne vouliez pas d'un travail, il fallait que ça vous amuse, que ce soit intéressant, etc. Et dans quel domaine ça se passe moins bien? J'arrive pas à me concentrer. Vraiment? Oui, sauf sur mon boulot. Pour le reste, c'est une catastrophe. Et de manière plus spécifique, j'ai des insomnies. Intéressant. Pourquoi? Je sais pas, ça fait 20 ans. Si vous pouvez me guérir, je suis prêt à faire une thérapie en direct. Je serai mal placé, je ne dors moi-même que 3 ou 4 heures par nuit. Mais si on prenait un autre domaine de votre vie, comme vos relations, par exemple, beaucoup de gens ne vivent pas les relations qu'ils voudraient, donc ce qu'ils vivent ne colle pas avec leurs attentes. Je vous donne l'exemple d'une dame hyper déprimée, elle prend des tonnes de médoc, je vais découvrir chez elle son état d'esprit, ce qu'elle a comme modèle du monde pour trouver la source du problème. Je découvre qu'elle a 61 ans, qu'elle a toujours cru qu'elle devait avoir 3 enfants, qu'ils allaient être parfaits et auraient vécu très longtemps, elle a eu 2 maris, mais pas d'enfants. À 61 ans, quoi qu'elle fasse, elle n'arrivera jamais à vivre ce qu'elle veut. À moins d'espérer un miracle physiologique, elle avait plutôt intérêt à changer son modèle du monde, cet ensemble de croyances et de règles qu'elle avait dans la tête. Sinon, elle n'aurait jamais été heureuse. Ce qui m'intéresse, c'est de trouver chez vous le domaine où votre modèle du monde est comblé, où est le domaine où il est moins respecté pour trouver des solutions, soit en changeant de vie, d'apparence, d'entourage, ou en adaptant votre modèle du monde à votre réalité pour mieux profiter de la vie. Vous avez touché le fond? Oui, à 19 ans et à 21 ans, je l'ai touché à différents moments. Je ne pense pas qu'on touche le fond seulement une fois. Je pense qu'il y a des moments dans la vie où il faut se remettre en question. Vous me disiez en coulisses que j'ai changé. C'est vrai que je ne suis plus celui qui faisait ces infopubs à la télé, mais c'est vrai que je déborde aussi beaucoup d'énergie et que j'ai un intérêt à être au-dessus de la mêlée si je veux tenir un public pendant un week-end de 50 heures. Faut être Kiss, Dimitri Roth, et encore, pas sûr que ça suffise, avec tout le respect que je dois à Kiss. Mais vous devez être capable de répondre aux besoins de tous ces gens qui refuseraient de regarder un film de 3 heures au cinéma. Il faut savoir tout faire, notamment physiquement, et c'est ce qu'on attend de moi. Et quand je pense au décès de ma mère, je sais que vous êtes très proche de la vôtre, comme je l'étais de la mienne. Moi, j'ai eu 3 beaux-pères. Vous les avez tous enterrés et vous avez toujours votre tumeur. Oui, donc, un jour, on vous a découvert une tumeur sur la glande pituitaire. Vous avez quel âge? 31, 32. Ça occupe vite l'esprit, non? En tout cas, ça capte bien votre attention. Vous vous demandez si c'est déjà fini. Vous avez une incertitude à gérer. Qu'est-ce que ça veut dire? Si on m'opère, on va m'ouvrir la tête. Je risque d'y rester. J'ai refusé de prendre un traitement qui, 6 mois plus tard, s'est révélé être cancérigène. J'ai fait le bon choix. Ma relation avec ma femme a aussi changé. J'avais épousé à 24 ans une femme formidable. Elle avait 12 ans de plus que moi. Elle avait déjà été mariée 2 fois et j'ai adopté ses enfants. Donc, je me suis retrouvé à 24 ans avec un fils de 17 ans, une fille de 11, un garçon de 5 et un autre qui était en route. Toutes ces expériences de la vie font sa richesse, la douleur et le plaisir que vous en retirez vous aident à bien vous occuper des autres, jouir de l'existence et donner un sens à la vie. Après votre premier mariage, le destin met sur votre chemin une nouvelle femme. Oui, je veux dire une autre, bref, votre seconde épouse. Et comment elle vous a influencé, nous en parlerons après la pause. Bien, vous serez heureux d'apprendre que pendant la pub, Anthony Robbins a complètement transformé ma vie. Complètement et entièrement. J'imagine que vous êtes appelé par des tas de gens, mais ça vous arrive d'être surpris par un appel genre « ça m'étonne qu'un tel ou qu'une telle ait besoin de moi ». Plus aujourd'hui parce que je sais que tout le monde peut vouloir améliorer au moins une chose dans sa vie, ou alors c'est juste une question de temps, personne n'est invincible. Mais même si vous avez tout réussi dans votre vie, vous pouvez toujours vous demander où trouver encore plus d'épanouissement. Donc je ne
suis plus surpris, mais il y a eu quelques cas où je me suis demandé comment j'allais m'y prendre. Par exemple, avec le gars qui venait d'arracher l'oreille d'un autre avec ses dents. Non, vous avez coaché Mike Tyson? Oui, juste après l'événement. Et après, je regardais tous ces combats en priant pour qu'ils ne recommencent pas. Mais moi, ce que j'étudie, c'est la psychologie des gens, pas de manière pragmatique. Je ne ferai pas une analyse de votre passé, mais je vais m'intéresser à votre réalité, ce qui vous guide aujourd'hui. Et c'est l'homme le plus étonnant que j'ai connu. J'ai connu Nelson Mandela, Mère Teresa, des personnages extraordinaires que je respecte énormément. Mais voici un homme cultivé qui a le cœur sur la main, mais toute sa vie, il n'a connu l'amour qu'en se battant. Et quand quelqu'un le fait chier, il décolle tout de suite. On est au beau milieu d'une conversation. Il me raconte comment en prison, il avait instauré la paix entre le clan des Blacks et le clan des Blancs. Et 2 minutes plus tard, il me disait que parfois, il aurait bien poussé sur un bouton pour les exploser tous. Il change vite d'humeur. Son enfance a été une tragédie, mais ça vous est déjà arrivé de vous dire là, ça va pas aller, je vais rien pouvoir faire. J'ai peut-être pensé ça, mais en fait non, parce que je vis pour ces challenges. J'aime relever des défis difficiles. Les cas les plus durs, c'est quand quelqu'un a perdu un enfant. On m'appelle quand le sportif pète les plombs à la télé, quand un ado menace de se suicider. Et en 30 ans, sur des milliers de cas, je n'en ai pas perdu un seul parce que je comprends leurs besoins. Mais le plus dur, c'est quand un enfant est déjà mort. Les parents ont de la peine à faire face. Je peux les aider, mais c'est les cas les plus durs. Honnêtement, mon message aux gens est de dire, écoutez, c'est loin d'être facile, mais dans la vie, rien ne dure, même pas les problèmes, seule l'âme est éternelle. Rien n'est à ce point dominant que vous ne puissiez vous en défaire. Si vous changez de psychologie, si vous faites ce qu'il faut, ça va fonctionner. C'est la pensée qui me guide quand je travaille sur quelqu'un, je n'abandonne jamais. Le président George Bush vous a appelé au secours pour l'Irak? Non. Vous auriez pu l'aider? Non, je suis pas fan. Comme tous les autres humains, je pense. Mais je me demandais à quel point vous aviez besoin d'être aimé. J'ai surtout besoin d'amour. Je pense que c'est le cas de tout le monde. Quand j'ai rencontré ma femme, Bonnie Pearl Sage, elle a bouleversé ma vie parce qu'elle m'a aimé pour moi et pas pour ce que je faisais. C'était même pas une fan. Loin de là, elle se demandait qui étaient tous ces gens avec leurs problèmes et moi qui passais pour monsieur réussite avec mes cheveux collés. Elle pensait que je les coupais moi-même. Nous sommes tombés amoureux différemment, par attraction, par une attirance spirituelle. Je l'ai aperçue de l'autre côté de la salle, je suis allé vers elle, elle était tellement belle à l'intérieur et on a d'abord été de très bons amis pendant 6 mois et moi je sortais avec d'autres filles. Donc, des gens viennent chercher de l'aide chez vous, mais quand vous vivez un échec personnel ou un moment difficile, les gens ont-ils de fausses attentes quant à ce que devrait être votre vie? Je pense que nous vivons dans une société aujourd'hui où on met des gens sur un piédestal pour mieux les démolir après. Si vous n'avez pas encore connu ça, je suis sûr que ça vous arrivera, mais ça permet de voir la vie différemment. Vous me parlez de moments difficiles. Je me souviens d'un jour, j'étais à New York, au Continental Center, devant 18 000 personnes. À l'époque, beaucoup auraient rêvé de s'adresser à une telle foule, et même si c'est pas un concert rock, devant 18 000 personnes qui peuvent pas rester plus de 2 heures au cinéma, il y a intérêt assuré. Et les gens peuvent voter avec leurs pieds quand ils veulent. C'était génial, il y avait une ambiance de fou, c'était la fête, les gens venaient m'embrasser. Et ce jour-là, une de mes sociétés est entrée en bourse et j'ai gagné 400 millions en un jour. Sur papier, bien sûr, mais tout de même. Donc, ça aurait dû être un jour de gloire, une grande victoire émotionnelle, relationnelle et financière. Je suis rentré chez moi déprimé. Parce que sur scène, j'étais moi-même. Mais à la maison, je devais toujours me modérer parce que je parlais trop fort, j'étais trop ceci ou trop ça. Et j'ai dû me rendre compte que j'étais en train d'échouer royalement dans ce domaine. Les autres sont peut-être heureux, mais si moi je ne le suis pas, à quoi ça sert? Voici ma dernière question. Pour Magnolia, avec Tom Cruise, on vous a appelé? Non, il ne m'a pas appelé. Qu'est-ce que vous avez pensé du film? J'ai bien vu qu'en partie, il prenait mon travail en dérision, mais dans le film, il y a un autre personnage inspiré de Picking Up the Right Person, et il est encore plus fascinant à regarder. Mais non, j'ai pas trouvé ça top, on ne m'a pas demandé mon avis, et je n'ai pas coaché Tom Cruise. Merci Anthony Robbins. Merci, et au revoir. Nice to see you. Thanks for coming in. Tony Robbins, everybody. Awesome. Lots more to coming down, my friends. See you all back.